Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour ces 45 minutes de vérité, j'allais dire, de vérité en toute liberté. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous aujourd'hui Willy Kalengai, qui est directeur général de l'agence Géopolis et journaliste tout court, si on peut ainsi les présenter. Et comme à l'accoutumée, on les reçoit pour vous avec Eric Mboulamossi. Bonsoir Eric Mboulamossi. Bonsoir James. Et ensemble, on dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir James, bonsoir Eric. Voilà, on va parler presse, vous l'avez déjà deviné, mais on parle également politique et société tout court. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons ceci. Compté parmi les professionnels de médias de renom, William Albert Mwemba Kalengai reste pour plusieurs un modèle de bravoure et du travail bien fait. Né le 18 février 1968 au Katanga, de l'union entre Albert Mwemba Kalengai et Bernadette Ntumba Tchani, il est marié à Liliane Bibombe et père de deux enfants, Jonah et Joshua Kalengai. Il est licencié en communication et journalisme économique à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication après avoir fini ses études des humanités en section commerciale à l'Institut de Kolwezi. C'est en 1992 qu'il fera son entrée dans la presse écrite alors qu'il était encore aux études. Il gravira tous les échelons et deviendra alors initiateur du service Info Magazine à Antena en 1997, où il prendra les fonctions de directeur des informations, puis directeur des enquêtes et magazines jusqu'en 2010. Conjointement à ses tâches de chevalier de la plume et présentateur vedette de l'émission Droit à la parole, il s'assurera successivement les fonctions conseiller en communication à la délégation Commission européenne à Kinshasa de 1998 en 2002, consultant en communication après la DFID, coopération britannique sur les réformes de la police et services de sécurité de 2010 en 2011, après avoir exercé les fonctions de conseiller politique de l'ancien président de l'Assemblée nationale de 2003 en 2006, Vital Kamerhe. Il faut noter par ailleurs, il a été également conseiller en communication du vice-président en charge du socio-culturel Arthur Zaïdingoma pendant la transition de 2003 en 2006 qui s'est soldée par la tenue de premières élections démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo. Il créera en 2009 Géopolis Magazine et en 2019 Géopolis Télévision dont il procède de la destinée en tant qu'administrateur directeur général. Présentateur attitré du Grand Débat, à nous le choix et état de lieu. Grâce à ses talents manifestes de journaliste, il a réussi à faire le tour du monde et participer à des formations de renforcement de capacités et plusieurs congrès parmi les journalistes francophones en Afrique, Europe, Amérique et le reste du monde. Homme de grande simplicité et grand cœur, William Albert Kalengai n'est pas très exigeant. Son alimentation, c'est le foufou et les pondous suffisent pour le rendre heureux à table. Il aime de main congolais. Optimise, Kalengai Willy pour ses intimes prend toujours la vie du bon côté. Pour lui, les épreuves ou aléas de la vie ne les terrassent pas, car cela les bonifie ou simplement le forme. Il mène sa vie sans souci. Attaché aux valeurs de famille, il se rappelle chaque jour un peu plus de ses parents et des conseils de son père, ce qui lui reste pour lui les meilleurs souvenirs de son enfance. Lorsqu'il se rend utile aux autres, c'est ce qui fait son grand bonheur. Déterminé à former l'élite de demain, le jeune en particulier, William Albert Kalengai s'est dit qu'il est la voix qui attend une oreille pour son perfectionnement. Penseur, il rêve d'un Congo des vérités et des libertés réelles dans la paix et la justice. Willy Kalengai, bonsoir. Bonsoir. Très heureux et honoré de vous recevoir en séjour sur notre plateau, ici dans ces beaux cadres nous offerts gracieusement par Béatrice Hôtel. On en profite d'ailleurs pour dire grand merci aux responsables de cet hôtel. Alors, dites-nous un tout petit peu, d'entrée de jeu, que là, on a fait un portrait de vous. On vous a présenté à notre manière. Mais vous-même, vous vous présentez comment?
comment comment je peux dire, comment vous définissez? Voilà, c'est le mot qui manque. Moi, je me définis comme une voix à la recherche des oreilles, pour donner ce que j'estime être nécessaire, mon devoir. Je me définis comme une voix qui se construit, qui cherche d'abord à s'affirmer, qui cherche d'abord à trouver sa place sous le soleil pour pouvoir donner par cette voie ce que j'estime être nécessaire, mon devoir. Donc, c'est difficile de parler de soi-même, mais je peux dire que je suis un journaliste, donc une voix, un journaliste, quelqu'un qui est en perpétuelle intermédiation entre une population qui a des droits inaliénables, notamment le droit à l'information, et des sources d'information, des gens qui agissent au nom de cette population et qui sont ainsi élus dans ce qu'on appelle l'agora, l'espace public. Je suis donc un intermédiateur. Chaque jour, j'essaye de trouver ce que je peux savoir à gauche et de le transmettre à droite. Voilà comment je peux me définir comme finalement un médiateur. Je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, vous êtes journaliste et vous venez d'ailleurs de le confirmer également. Vous êtes dans les métiers depuis plus de 30 ans. Hein, depuis plus de 30 ans. Je voulais juste que vous fassiez une analyse comparative de la presse ou des médias d'il y a 30 ans, hein, plus de 30 ans, et de la presse aujourd'hui, en 2020, au XXIe siècle. Au cœur de notre métier, il y a d'abord l'homme, le journaliste. Lui n'a pas changé. Les principes et la science journalistique, elle est aussi vieille et ne changera pas parce que c'est une science élaborée et dont les principes majeurs ont été déjà par nos pères fondateurs mis en place. Mais c'est un homme qui est au cœur d'une dynamique. La presse a beaucoup changé en fonction de deux grandes variables, notamment la variable politique, dont les systèmes politiques dans lesquels s'exerce la liberté de presse. Ces systèmes ayant changé, la presse aussi a pris d'autres couleurs, une autre forme. Mais la deuxième variable, c'est la technologie. Donc on ne peut pas évoquer la pratique de notre métier sans évoquer en même temps les contours du développement technologique. Il y a 30 ans, quand moi j'ai commencé au journal Le Standard. C'est un journal qui était un hebdomadaire. À l'époque, nous n'avions aucune pratique des ordinateurs. Donc, le journaliste, il écrivait sur papier. Il déposait ses papiers à un encodeur, donc quelqu'un qui avait la capacité d'encoder, donc de saisir les documents. Et ces documents étaient mis en page sur base d'une maquette. Le verbe encoder existait déjà à l'époque? À l'époque, on encodait. Oui, on encodait parce qu'il y avait... Nous avions d'ailleurs à l'époque, la technologie la plus répandue, c'était les Macintosh. Donc on avait des Macintosh IBM, donc la technologie américaine. Et ça prenait du temps parce qu'en réalité, il fallait écrire soi-même et il fallait se faire corriger. Et puis après qu'on ait corrigé votre papier, vous devez maintenant l'amener à l'encodage. Ça prenait du temps, c'est comme ça que beaucoup de journaux sautaient avec un peu de retard. Mais c'était extraordinairement éprouvant, mais passionnant parce que nous avions en même temps l'obligation de la maîtrise de l'écriture, donc affiner la pensée. Et nous n'avions pas, malheureusement, les grandes agences de presse que nous avons aujourd'hui. À l'époque, et pendant de longues années, nous savions qu'il y avait seulement 5 grandes agences mondiales, l'AFP, l'AP, Reuters, TASS et la Pravda. Donc nous savions qu'il y avait 5 grandes agences et les informations, nous les vérifions dans ces agences-là. Nous savions aussi que nous avions notre agence nationale qui était à l'époque la ZAP. La presse a beaucoup évolué parce que de ces systèmes-là, nous sommes passés à une révolution, la toute première. Elle est intervenue, je parle d'abord de la presse écrite. Elle est intervenue avec le journal Le Soft, le professeur Kinké, que je salue en passant. C'est lui qui introduit finalement que chaque journaliste devant une machine. Donc au lieu qu'il y ait des accordeurs, chaque journaliste doit lui-même saisir son texte. Ce qui impose, à l'époque, il n'y a que le Soft qui fait ça, et c'est déjà un grand privilège que d'aller travailler au Soft, parce qu'en même temps, on apprenait la machine, on apprenait l'ordinateur, et en même temps aussi, on devenait un peu plus moderne.
Après cette période où nous avions le travail des ordinateurs, et puis est venu les portables, donc les téléphones mobiles. Vous savez, aujourd'hui, chacun a un téléphone, mais c'était quelque chose d'extraordinairement rare. Un journaliste qui avait un téléphone, je peux même vous faire des anecdotes, on n'en avait pas 4 dans la ville. Donc nous savions que le prof King avait un téléphone, il l'a mené d'ailleurs à l'auditoire, parce qu'il était étudiant en même temps journaliste. Le prof Moulumba avait un téléphone, donc, très peu de gens avaient des téléphones, sauf ceux qui appartenaient au système politique. Et ce système-là, parce qu'ils devaient se connecter entre eux, ils avaient le téléphone. Donc quand le téléphone s'introduit dans la presse, il y a de grandes limitations que nous commençons à observer. C'est que vous pouvez vérifier l'information par téléphone. À l'époque, pour vérifier une information, vous deviez aller jusqu'à l'endroit, avoir un rendez-vous avec un ministre, avec un PDG, il doit vous recevoir, vous devez lui parler, et c'est seulement après qu'il peut confirmer. Maintenant, nous avions les téléphones. Et aujourd'hui, nous avons en plus, c'est allé très vite, nous avons même les téléphones portables, mais aussi avec des appels vidéo. Donc, la technologie s'est beaucoup développée. Le métier a grandi en puissance technologique. Les métiers ont grandi à ce que nous appelons les plateformes. Les plateformes ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, un journaliste n'a pas besoin d'un calepin pour prendre note. Avec son téléphone, il peut prendre note. Aujourd'hui, voilà un peu. Oui, après 30 ans dans ces métiers, qu'est-ce qu'on peut changer dans le paysage médiatique de la République démocratique du Congo? Ce qui ne doit jamais changer, et ce qui a malheureusement changé, c'est la qualité du journaliste. C'est le respect de 2 phases essentielles, notamment l'éthique et la déontologie. Ça ne doit pas changer. Un journaliste est un chevalier. On nous appelait les chevaliers de la plume. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevaliers. Aujourd'hui, nous avons des technocrates, des gens qui manipulent très bien l'ordinateur, très bien le téléphone, très bien les nouvelles technologies, mais dont la conscience est alimentée par un désordre intellectuel. Donc, nous avons aujourd'hui, malheureusement, des journalistes qui ne se sont pas formés sur le plan de l'humanisme, sur le plan de la responsabilité citoyenne. Ça ne devait pas changer, mais ça a changé, malheureusement. Donc, ce qui doit changer encore, et nous sommes en train d'y aller, et ce qui n'a pas encore évolué, c'est que nous n'avons pas mis en place de vraies entreprises de presse. Je parle de ça pour tout le monde, hein, pas seulement pour moi, mais nous n'avons pas d'entreprise de presse parce que l'économie des médias, l'économie de la presse ne s'est pas développée par manque d'investissement. C'est un secteur de la vie nationale qui n'a pas d'investisseurs. Moi, je peux avoir des moyens, je dis, bon, je vais investir dans le bois, je peux investir dans le football, je peux investir dans la production agroalimentaire. Mais combien de gens s'élèvent et disent, je vais investir dans les médias? Il n'y en a pas beaucoup. La naissance des médias, aujourd'hui, malheureusement, dépend beaucoup plus des objectifs politiques. Ce n'est pas un problème de vision? Parce que je vois, par exemple, que c'est plus pratique de se regrouper pour permettre à ce qui est ce moyen que vous recherchez et la qualité, pour qu'on transforme ces maisons de presse à une industrie qui pourra jouer efficacement un rôle social pour notre pays. Vous savez, on a parlé des regroupements, mais 1000 fois 0, c'est combien? C'est 0. On peut se regrouper à 1000, mais si on ne veut rien en soi-même, c'est 0. Je parle d'une chose, je voudrais vraiment que l'on comprenne. Je parle de l'économie de la presse. Je parle de l'économie. Je ne parle pas de la presse elle-même. D'abord de l'économie. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, par exemple, pour faire les transports, l'État d'abord investit dans la route. L'État sait que les gens doivent se déplacer. L'État investit. L'État fabrique ou produit une route. Aujourd'hui, Matadi-Kinshasa, tout le monde peut y aller en 3 heures. On est arrivé à Matadi parce qu'il y a déjà un investissement dans l'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructures qui peuvent servir à l'investissement de la presse. Je vais être plus clair. Par exemple, aujourd'hui, la presse écrite, il n'y a aucun magasin organisé par l'État où nous pouvons nous approvisionner en intrants. Regardez la presse audiovisuelle. Il n'y a aucune usine dans ce pays où on peut, mais puisque monter des caméras.
ou monter des panneaux. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons comme matériel de travail dans l'audiovisuel est importé. S'il y avait des gens qui disaient, écoutez, nous avons aujourd'hui, il y a une centaine de chaînes de télévision. C'est un secteur qui est en train de croître. Mais où est-ce que nous nous approvisionnons dans le matériel? C'est l'Italie, c'est la Chine, c'est Dubaï, etc. C'est à l'extérieur. Donc, et pourtant, s'il y avait un investissement important ici, par ceux qui ont les moyens, même les banques, nous aurons accès à, à ce qu'on appelle la valeur ajoutée de la presse. Ça n'a pas été fait. Nous, tous qui sommes dans la presse, nous nous débrouillons. Et c'est dur. Deuxième chose, il n'y a pas de crédit. Je ne connais pas la chaîne qui a reçu un crédit. Vous allez dans une banque, dire voilà, moi je voudrais avoir un crédit pour monter un studio ou pour commander un studio mobile. Je paierai ça 10 ans, 15 ans, 20 ans. Personne ne peut obtenir ce genre de crédit. Comme donc nous sommes dans une activité qui survit grâce à notre volonté, grâce à ce que l'on peut appeler aujourd'hui à la débrouillardise des entrepreneurs, mais qui n'est pas du tout soutenue par l'État. Je parle de l'économie de la presse, mais je parle de l'aide à la presse, qui n'existe pas non plus. Donc les journalistes aujourd'hui se débrouillent. C'est comme ça qu'ils sont dans des entreprises qui sont faibles. Les entreprises de presse ne peuvent pas nourrir leurs hommes. Parce que ces entreprises n'ont même pas, et c'est le quatrième élément, n'ont pas accès à la publicité. Il n'y a pas une régie publicitaire dans ce pays qui pourrait canaliser toutes les publicités de l'année, ce qu'on appelle la manne publicitaire, et mettre des critères pour que nous, les chaînes de télévision, nous accédions à cette publicité. Il n'y en a pas. Pas de pubs, pas de magasins, pas d'intrants, pas d'aide à la presse. Qu'est-ce qui reste à la presse aujourd'hui? Il ne reste que l'insolence et malheureusement l'instrumentalisation. Il ne reste que l'instrumentalisation et la presse se met au service de ce qui peut donner quelque chose. C'est une presse donc malheureusement engagée abandonnée à son triste sort. Willy Kalenga, il y a tout de même un regroupement des journalistes dans ce pays, un regroupement national qu'on appelle l'UNPC. Alors, je ne sais pas, j'ose croire, j'ose imaginer que vous êtes affilié à cette Union nationale de la presse congolaise. Qu'est-ce que vous bénéficiez de cette appartenance à l'UNC? Quel est le travail de l'UNC? L'UNPC, pardon. Est-ce que vous pensez que l'UNPC accomplit sa tâche convenablement? Parce que, à lire les tableaux qu'on venait de dresser tout à l'heure, c'est comme si le journaliste était abandonné à son triste sort. Non, mais l'INPC, c'est un syndicat, simplement. C'est un syndicat de journalistes. Ce n'est même pas un syndicat des entrepreneurs de médias. Donc, en tant qu'individu, chacun de nous peut obtenir sa carte de presse au niveau de l'INPC. Et ça, c'est important. Je crois que c'est un des plus grands services que l'INPC rend à la nation, c'est de délivrer la carte nationale de presse, même si celle-ci ne donne accès à aucun avantage. Hein? Ben bon, mais c'est quand même une carte, ça existe et nous en sommes contents. Mais en même temps, je viens de vous le dire, le cadre lui-même est faible. Donc dans un contexte de faiblesse généralisée, aucune structure ne peut avoir de performance. L'INPC y compris. Déjà que nous, les propres acteurs, nous sommes faibles en tant que médias, comment notre association sera forte? Je vous ai dit, 1000 fois 0, c'est 1000, c'est 0. Hein? Donc l'INPC fonctionne, l'INPC a eu ses moments de gloire à un moment donné, parce que l'INPC avait bénéficié dans le dialogue avec l'État de beaucoup de facilités. À l'époque déjà, l'INPC avait obtenu des bâtiments, la carte là donnait accès au transport en commun à tarif réduit, même dans les avions. Nous avions un certain nombre d'avantages qui étaient obtenus parce que, en réalité, l'État nous avait favorisé comme étant un appendice du parti État. Donc nous étions, à cette époque-là, une union de la presse du Congo, mais c'était en réalité une union sectionnaire du mouvement populaire de la Révolution. Nous participions à l'ensemble de la vie idéologique de la nation et nous avions en retour quelques avantages. Mais quand on a libéralisé, bon, il n'y a plus de parti État qui assure, nous devions nous débrouiller nous-mêmes et les choses sont allées dans tous les sens. Déjà, certaines personnes, elles ont les droits, ont refusé le monopole de l'UNPC.
en disant non, c'est un syndicat, mais nous pouvons aussi faire d'autres syndicats. C'est comme ça que l'UNPC n'a vécu ces dernières 20 années qu'entre ceux qui l'acceptaient et ceux qui lui reniaient. L'UNPC faiblissait chaque année par le fait de la contestation, mais en même temps, ceux qui contestaient l'UNPC n'offraient pas une alternative crédible. Donc, notre union, notre syndicat, s'est auto-affaibli par le fait de la contestation permanente des journalistes à l'intérieur. Donc, ils ne cotisent pas, ils contestent ceux qui sont en place, alors c'est allé dans tous les sens, et les journalistes se sont malheureusement offerts comme des instruments pour pouvoir perpétuer des politiques privées des partis politiques. Quand voyez-vous comme avenir à cette union? Nous sommes obligés de... Vous savez, quand vous n'avez qu'une seule chemise, vous n'avez pas d'autre choix. Si elle est sale, vous faites quoi? Vous restez un peu torse nu, vous lavez votre chemise. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons que cette union-là, il n'y en a pas deux. Nous devons donc avoir un sursaut d'orgueil professionnel, mais nous devons aussi faire venir à notre conscience les valeurs qui ont fondé notre profession. Nous devons rentrer dans ce que je vous disais, dans la notion de chevalier. Un chevalier, à l'époque du Moyen-Âge, c'était des hommes qui avaient décidé de se mettre au service du roi et du royaume. Et qui se formaient pour ça. Qui avaient le maniement des épées, qui avaient le maniement des sciences, qui pouvaient se déplacer et qui avaient le sacrifice comme étant le quotidien. Alors, c'est dans ce modèle qu'on a transféré vers nous, qu'on nous a appelé les chevaliers de la plume. Là où il y avait l'épée, nous avons mis la plume. Donc notre plume, notre voix, notre micro, notre caméra doivent servir à consolider la cohésion nationale. Nous sommes, je vous ai dit, en perpétuelle intermédiation. La société doit grandir au travers de notre travail. Mais si les journalistes aujourd'hui n'ont pas conscience de cela, c'est trop tard, c'est grave. Je crois, moi je suis optimiste, je pense que les choses ne pourrissent que pour renaître. Je pense que l'UNPC a atteint le fond du fond. Maintenant, il ne peut plus descendre plus bas. Nous nous sommes insultés en public. Il y a eu des péchés de lèse-majesté. Il y a eu de l'insolence des jeunes par rapport aux vieux. Il y a eu des prises de parole des vieux non respectueuses des jeunes. Nous avons tout épuisé dans la batterie des insolences et des insanités. Mais de manière pratique, ce qui divise à l'UNPC, c'est notamment le Congrès. Quelle est la voie de sagesse pour cette sortie des crises, moi, je pense pour que avoir un Congrès notre ministre d'État, le ministre de la Communication, a fait quelque chose. Il a réuni les différentes tendances. Vous savez, très peu de journalistes se connaissent dans l'UNPC, mais nous ne pouvons pas non plus régner l'UNPC. Il y a eu des efforts de médiation. Je pense qu'il faut faire le congrès. Il faut que les gens aillent au congrès, les gens doivent aller au congrès. Nous devons consolider notre capacité à parler entre nous. Nous devons consolider ce dialogue que nous exigeons des politiques. Nous voulons que les politiques soient démocrates, soient tolérants. Mais nous-mêmes, si nous ne faisons pas preuve de tolérance, nous ne sommes pas dignes de poser des questions à ceux que nous critiquons au quotidien. Donc les journalistes, nous devons aller. Il faut que les journalistes aillent à ce congrès. Vous y serez? Je ne sais pas encore, pour des problèmes d'agenda, mais il faut que ces congrès se tiennent. Parlons politique. Cette société a besoin de repères. Vous avez fait 30 ans dans ces métiers, vous êtes encore un analyste aguerri de notre situation politique. Quelle lecture vous faites de la société congolaise aujourd'hui, de son élite d'abord et de l'homme politique par la suite? C'est une question difficile, je ne peux pas avoir une analyse objective, d'autant plus que je ne peux parler que d'un point de vue. Mais la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que nous avons malheureusement dans notre pays perdu l'habitude de célébrer nos victoires. Vous voyez, le Congolais est tellement perfectionniste, il attend tellement de grandes choses, que les bonnes choses qu'il a entre ses mains, il les néglige. Nous sommes dans un pays, nous sommes devenus indépendants il y a 60 ans. Vous allez remarquer que nous n'avions pas de cadres à l'entrée de notre pays sur la souveraineté internationale.
Aujourd'hui, nous avons des cadres. Les Congolais ont développé une pensée, une personnalité. Nous avons des hommes politiques capables de nous amener. Il y a eu beaucoup de bonnes choses dans ce pays. D'abord, la capacité de résilience. Nous avons eu beaucoup de chocs. Le Congo est encore un pays intact dans les frontières de son indépendance. Alors que depuis le premier mois de notre indépendance, nous avons subi le choc de la balkanisation et nous avons même connu au mois de juillet 60, 61 aussi, la mort de Lumumba, mais surtout, ce qui est grave, des sécessions. Des chocs comme ça, pour un bébé, parce que nous venions à peine de naître comme nation, nous avons survécu à tout cela. Comment sommes-nous devenus restés aujourd'hui dans cet espace de 2 millions de kilomètres carrés, un seul peuple, une seule nation, sans nous disloquer, sans nous disperser? Comment nous avons connu des rébellions, des très profondes rébellions? D'abord, c'est le 64, avec les mondialistes qui avaient pris quand même 3/4 du pays. Comment sommes-nous devenus le Zaïre? Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, après que la FDL soit arrivée ici, il y a eu une autre guerre ici. Le pays était divisé en 3. Comment sommes-nous aujourd'hui, en 2020, un seul État, un seul pouvoir? Comment nous avons fait cela? Les Congolais ont tendance à croire qu'ils sont faibles. Ils ont tendance à croire qu'ils sont incapables. Et pourtant, ils ne voient pas d'où sont-ils sortis et où sont-ils aujourd'hui. Il y a 2 pays qui ont été frappés du 1/10 de ce que nous avons subi ici, qui ont disparu. Voilà la première des choses que je voudrais situer. C'est qu'il y a dans ce pays une capacité de résilience et une forte adhésion à l'unité nationale qui permet à ce que le pays aille de l'avant. Mais encore, et ça c'est vraiment mettre un bémol, malheureusement, sur le plan du progrès humain, sur le plan du développement, sur le plan du confort, nous n'avons pas développé les capacités nationales de développer notre pays. Les capacités nationales sont faibles. Pourquoi? Parce que nous sommes malheureusement un pays à rente, ayant des ressources naturelles très importantes. Nous avons perdu le destin entre nos mains. Pourquoi? Parce que le développement des ressources que nous avons dans le pays exige des moyens étrangers, des moyens colossaux. Nous sommes dans les mines comme ressource principale dans ce pays. Nous n'avons pas des Congolais assez riches pour développer les mines. Il faut donc que l'argent pour développer les mines vienne de l'extérieur. C'est comme ça que notre pays a eu des institutions qui ont été en réalité un mariage entre notre volonté de nous assumer comme nation, mais en même temps notre capacité d'accepter les dictats des autres. Il s'observe aujourd'hui cette fragilité justement qui crée la rupture de ces mariages. Le Congolais n'est plus uni. Le Congolais est de plus en plus porté sur un sursaut de tribalisme. Il y a tellement de conflits dans le milieu politique. Mais qu'est-ce qui peut, selon vous, permettre la cohésion nationale et permettre à ce que le Congolais, dans son ensemble, puisse parler le même langage, celui du progrès et du développement? Nous devons aussi connaître l'imitation qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une chose, c'est de développer, ce sont les nouvelles technologies. Les distances entre les gens ont diminué et les gens peuvent se parler et nous pouvons entrer en contact avec la pensée de l'autre plus vite qu'on ne le pense. Le temps de maturation des pensées a été sensiblement réduit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même des pensées brutes, même les cogitations les plus folles, vous voyez, quand un Congolais pense à n'importe quoi, il suffit qu'il mette ses mains dans les réseaux, les gens sont au courant de tout. Nous n'avons pas le temps, les technologies, les différents réseaux, la capacité que nous avons aujourd'hui de nous connecter les uns aux autres a fait que deux phénomènes sont apparus, notamment les crises identitaires, ensuite les populismes. Ces deux choses-là, c'est ce qui fait que le Congolais aujourd'hui ne sait plus, il sent qu'il est en ballottage. Pourquoi les crises identitaires? Même vous, quand vous arrivez dans un endroit où il y a trop de monde, vous cherchez à vous repérer qui est-ce que je connais dans cette foule. Allez dans une fête ou dans un deuil où vous ne connaissez personne, vous allez vous sentir isolé immédiatement. Alors imaginez que tous les Congolais ont accès maintenant au marché de la communication.
Tous les Congolais peuvent aller sur les réseaux sociaux, peuvent se voir à la télévision. Aujourd'hui, nous avons presque tout ce qui s'est fait. J'ai parlé de l'Agora au début. L'Agora est compris comme l'espace public où tout est déversé. Alors parce que nous avons accès au grand marché mondial de la communication et des opinions, j'appelle ça le marché de la pensée, les gens ont tendance à développer ce que j'appelle les réflexes identitaires. Dans ces marchés-là, qui sont proches de moi? C'est comme ça que aujourd'hui, même en politique, même dans la cagnotte nationale, les gens disent, moi je viens de Mbujimaï, donc je serai à l'aise avec les ressortissants de Mbujimaï. Les réflexes identitaires, il est né du fait que le marché est immense. Le populisme, il naît du fait qu'il y a la simplification dans l'analyse des faits. On simplifie les choses et on devient populiste parce que on vend des choses qui n'ont pas été bien analysées. Vous voyez, aujourd'hui les Congolais sont 450 tribus, il n'y a aucune tribu majoritaire, mais si on veut vous tuer, la première chose qu'on fait, on vous crée une majorité fictive. Regardez simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avions le président Mobutu, à l'époque, nous l'avons connu dans sa puissance, les gens pensaient que les Bengales étaient partout. Vous voyez? Parce que Mobutu était président. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé et Joseph Kabila, dans ce pays, on a développé un discours en disant les Baswahili, ils sont partout. Ils sont partout. Vous voyez? Et aujourd'hui que Félix Tshisekedi est président, on voit les Balouba partout. C'est une perception populiste. Vous voyez? Parce que c'est comme ça que fonctionnent les nations encore en construction. Parce qu'on fixe, j'ai même vu des vidéos où on répertorie tout ce qui appartient à l'espace linguistique du président en disant voilà, c'est un grand tribaliste. Et des médias internationaux font cela. Mais en réalité, les Congolais n'est pas un tribaliste. Parce que quand vous allez dans les provinces, la manière dont nous avons vécu dans ces pays, la manière dont nous vivons dans nos quartiers, moi je ne connais pas un quartier ici où on a exclu une tribu. Quand les gens vivent entre eux, sans interférence politique, je vous ai dit, c'est la connexion à la politique qui vous donne les deux maladies, la maladie identitaire et la maladie populiste. Vous allez dans un parti, vous commencez à militer dans des partis, on va vous dire dans ces partis-là que le Mouyanzi c'est un ennemi, le Moulouba est un ennemi, le Mpende est un ennemi. C'est dans les partis politiques que l'on construit ça. Mais dans nos villes au quotidien, les Congolais sont dans une interdépendance régulière. Pour moi, ce sont des épiphénomènes qui naissent de l'immaturité du leadership. Beaucoup de leaders aujourd'hui pensent qu'ils représentent dans les fonctions qu'ils occupent leur tribu. Et pourtant, les tribus n'ont pas d'intérêt matériel. Où se trouvent les intérêts, des Bakongo? Que quand vous donnez ça, vous allez donner à Mkongo, donc tout le monde va prendre ça, c'est faux. Nous sommes dans une mauvaise position. Willy Kenga, on va parler spiritualité un tout petit peu, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Quelle place Dieu occupe dans la société congolaise? On a vu les chefs de l'État, au cours d'une grande cérémonie au stade, offrir les pays à Dieu. Quelle lecture faites-vous de cette pratique-là et la place qu'occupe Dieu dans la société congolaise? Nous sommes dans un État, notre constitution consacre la laïcité. Nous sommes dans un État laïque. Ce n'est pas un État athée. Hein? Un État laïque, ça veut dire que c'est un État qui n'a pas une prédominance d'une religion précise, un État qui accepte la pratique religieuse et spirituelle à tout le monde, mais qui n'impose pas cette pratique au sein de l'État. Mais nous avons une histoire, nous avons une cosmogonie, nous avons une vision. Nous sommes un pays qui a été construit sur une certaine identité. Et moi, j'ai été content. Ça, c'est mon opinion. Moi, je pense que mieux vaut consacrer à Dieu, qu'on y croie et qu'on n'y croie pas, l'État, plutôt que consacrer à des forces obscures, notamment les forces de la consommation et du capitalisme dégradant. Parce qu'en réalité, le pays ici était un pays qui a été voué au capitalisme dégradant. Donc si nous pouvons
consacrer ce pays à l'idée que l'on se fait de l'absolu, parce que c'était ça aussi Dieu, qu'on fait de l'absolu. Et si le chef de l'État a pris la peine, selon sa propre conviction d'abord personnelle, de prendre son mandat et de le mettre sous l'égide de Dieu, moi je pense que c'est une très bonne chose. Quitte à ce que le Congolais dépasse le cadre de simple folklore et que ceci ne soit pas simplement un jeu de communication et que nous ayons intégré cela. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, il faut simplement visiter un peu Israël. Nous avons été en Israël et nous savons ce que ça signifie le terme de Dieu en Israël. Quand vous allez dans les pays arabes, vous comprenez cela. Nous sommes des êtres de foi. Nous sommes des êtres de miracles. Regardez, je vous donne simplement cet miracle. Vous faites de la science. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, au mois d'octobre. Regardez comment nous avons survécu à la catastrophe annoncée de la Covid-19. Comment expliquer ça? Les scientifiques ne comprennent pas. Les autres pays européens ne comprennent pas. Moi, je pense qu'il y a des choses visibles et invisibles qui guident le destin d'un peuple. Et qu'un chef d'État, un peu dans la tradition biblique, il n'est pas que le chef de l'État, il est aussi un intermédiateur. Mais en termes de valeurs... Mais en termes de valeurs, cette jeunesse doit développer quel type de valeurs pour un nouvel homme congolais? D'abord la famille. Vous savez ce qui a été détruit, ce qui a été totalement détruit dans notre pays et ça a été voulu. C'est d'abord la famille. C'est la famille. La famille, c'est la partie la plus fragile de l'être humain. Quand vous naissez, vous grandissez, vous êtes très fragile, vous ne connaissez pas encore quelles sont les intempéries, quelles sont les secousses que vous aurez dans la vie. Vous êtes protégé par la famille. Notre société doit d'abord et avant tout restituer et restaurer les familles. Combien de familles font les dîners en commun aujourd'hui? Très peu de gens mangent ensemble. Comment voulez-vous être un pays fort, puissant, capable de résister aux difficultés et à la tentation de la manipulation si vous n'êtes pas des familles puissantes? Les États, c'est d'abord et avant tout des familles ensemble. C'est des familles ensemble, parce que dans les familles, vous avez une représentation microscopique des relations dans l'État. Vous avez un chef d'État, vous avez un premier ministre dans la famille, chacun vient participer à l'effort. Premier élément, la famille. Celle que vous avez, parce que la famille impose le respect des parents. Vous voyez? Le respect des parents. Premier élément, les familles doivent être restaurées. Vous n'avez plus de famille, vous avez perdu vos parents, trouvez une famille d'adoption, adopter les enfants qui n'ont pas de parents, mais chaque enfant a droit à être couvert par ce que nous appelons les sentiments familiaux. Parce que la famille, c'est la limite du mal. Non, je ne te fais pas ça parce que tu es mon frère. Mais si chaque Congolais considérait chaque Congolais comme son frère, comme membre de sa famille, certaines choses ne se feront pas. On ne détournerait pas de l'argent pour aller investir à Tchikapa parce qu'on pense que c'est là où il y a votre famille. On penserait que cet argent tiendrait compte de toute la société. Donc, première chose, la famille. Mais deuxième chose, la formation, l'instruction. Aujourd'hui, les jeunes pensent que le monde peut se faire avec la simple chance, comme on dit, hein, chance et le repamba. C'est faux. Il faut se former. Il faut se former. Il faut que le savoir soit un devoir. Tout celui qui sait quelque chose, dans n'importe quel domaine, il faut qu'il regarde autour de lui qui peut bénéficier de son savoir. Donc moi, je prône pour une chaîne de solidarité dans la transmission du savoir. Quand nous allons enseigner le peu que nous savons à ceux qui viennent après nous, nous pourrons perpétuer notre civilisation. En plus, je termine après les savoirs. Mais il y a pour les jeunes, il faut intégrer le temps dans la maturation de ce que vous voulez. Les jeunes veulent tout aujourd'hui et tout de suite. Non. Ce que les jeunes doivent faire, et c'est le principe par lequel je vais terminer, ce qu'ils doivent faire demain, qu'ils le fassent aujourd'hui. Et ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, qu'ils le fassent maintenant. Vous voyez? Donc, c'est ça le principe. Vous avez des projets pour demain, commencez-les aujourd'hui. Vous avez des projets pour aujourd'hui,
faites-les maintenant. Nous devons donc devenir un pays d'action. L'action est la chose la moins partagée dans le pays. Les gens partagent les idées, les insultes, les prières, mais ils partagent très peu l'action. Or, sans action, il n'y a pas de transformation sociale. Oui, on va peut-être terminer par là. C'est la dernière question. Avant de vous donner un dernier mot, l'état de droit. On en parle trop ces derniers temps. Vous pensez que c'est une réalité ou il y a encore des choses à faire? Et puis un petit regard quand même par rapport à cet état de droit sur les procès de l'année, je dirais, les procès 100 jours. Vous pensez, on ne commande pas une décision de justice, hein, vous pensez que l'état de droit s'était réellement appliqué? Écoutez, nous sommes au début d'un principe. Nous venons d'où? Nous venons de ce qu'on appelle un régime de privilèges. Notre pays était construit sur la base d'un régime de privilèges. Avait droit à tout, une catégorie de citoyens, n'avait droit à rien, tous les autres. À partir du moment où on dit on va inverser les choses, certes, ça va prendre du temps. Parce que l'état de droit, dans mon petit entendement, c'est la primauté de la loi. Donc c'est la force de la loi qui triomphe sur la loi de la force. Vous voyez, c'est ça l'état de droit. La loi de la force est évacuée pour que la force de la loi puisse s'imposer. Mais pour que la loi s'impose, elle doit d'abord elle-même être juste, cette loi-là. Pour que la loi s'impose, elle doit être comprise de la bonne manière. Pour que la loi s'impose, il faut que ceux qui l'exécutent soient eux-mêmes intègres. Et la loi est impersonnelle. Alors, à partir du moment où nous avons commencé des procès, j'espère que ces procès ont répondu à ce que je viens de vous dire, nous devons donner aux plus faibles d'entre nous le droit d'être protégés. L'état de droit, c'est la voie obligée pour que notre pays puisse pour extirper de son système la maladie la plus puissante qu'il a entamée, notamment la corruption. Nous devons combattre la corruption parce que ça détruit l'énergie du développement. Et si l'état de droit peut permettre à ce que la corruption soit évacuée et qu'aujourd'hui, chaque Congolais, chaque citoyen soit protégé par la loi et que la liberté des Congolais soit une conséquence du respect par les Congolais de la loi, alors je suis content, nous pouvons y aller. Je comprends aussi que dans des moments comme ceci, la chasse aux sorcières devient un moyen. Quand vous avez des calculs politiques dans les questions de droit et de la loi, eh bien, vous finissez par provoquer de l'injustice. Donc voilà un peu ce que je peux dire sans entrer dans les détails. Voilà. On a fini. Un dernier mot peut-être, un souhait ou un vœu pour cette émission naissante. Vous êtes parmi nos premiers invités en toute... Non, mais je suis content parce que je suis reçu par des journalistes talentueux, mais aussi parce que l'ambition qui est la vôtre est puissante. La vérité et la liberté sont des termes puissants. Vous ne pouvez pas parler en toute liberté si vous n'avez pas la culture de la vérité, et vous ne pouvez avoir la vérité que si vous êtes un homme libre. Donc vous voyez, ces deux concepts sont des concepts en osmose. Je vous souhaite simplement d'aller de l'avant, d'aller plus haut et de porter vous-même les idéaux que votre émission suggère. Pour le moment, vous les portez bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est donc fini pour ce soir. On recevait pour vous Willy Kalengai, directeur général de l'agence Géopolis. On a parlé avec lui de la presse, la politique, la société. Et j'ose croire que vous avez été convenablement servi. Je dis grand merci à Eric Mboulamossi qui m'a accompagné, comme toujours. À James, merci. Ensemble, on dit grand merci à Willy Kalengai pour merci de votre disponibilité. Sa disponibilité et surtout ses bénédictions. Merci. Allez, notre parcours se poursuit les dimanches prochains. On fera de notre mieux pour vous apporter
un autre invité et sa vérité. Allez, portez-vous bien.